Je m'appelle Margot Fournier et j'ai 66 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter a changé ma vie pour toujours. L'enterrement de mon mari, Ernest, fut le jour le plus silencieux de mon existence. Là, près de sa tombe, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a glacé le sang. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. Mes mains tremblaient en répondant. Qui êtes-vous? La réponse m'a coupé le souffle. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. À cet instant, mon âme s'est brisée en deux. Mon monde s'est écroulé en voyant Charles et Henri. Mes propres enfants, debout près du cercueil avec des expressions étrangement calmes. Quelque chose n'allait pas. Leurs larmes semblaient fausses. Leurs étreintes aussi froides que la pierre du caveau. Pendant 42 ans, Ernest avait été mon partenaire, mon refuge, ma raison de vivre. Je l'avais rencontré à 24 ans dans notre petite ville de Clairefontaine. Nous avions grandi dans les mêmes rues poussiéreuses, partageant des rêves modestes. Je faisais des ménages pour aider ma mère malade, tandis qu'Ernest réparait des vélos dans le petit atelier hérité de son père. Nous étions pauvres, mais nous étions heureux. Nous avions quelque chose que l'argent ne pouvait pas racheter. L'amour véritable. Je me souviens de la première fois qu'il m'a parlé. C'était un mardi matin. Je marchais vers le marché dans ma robe verte délavée et mes chaussures usées. Il est sorti de son atelier, les mains tachées de graisse, et m'a souri avec une timidité qui m'a fait tomber amoureuse de lui sur le champ. « Bonjour, Margot », a-t-il dit d'une voix douce. « Besoin que je jette un œil à votre vélo ? » Je n'avais pas de vélo. Mais j'ai inventé une excuse juste pour pouvoir lui parler. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous sous le grand chêne de la place du village, puis en promesse d'amour éternel. Et enfin en un mariage simple, rempli d'espoir. Les premières années ont été difficiles. Nous vivions dans une petite maison avec un toit en tôle. Quand il pleuvait, nous placions des casseroles partout pour recueillir les gouttes. Mais nous étions heureux. Ernest travaillait du lever au coucher du soleil dans son atelier. Et moi, je cousais des vêtements pour les dames de la ville. Quand Charles est né, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. C'était un bébé magnifique, avec les grands yeux de son père et mon sourire. 2 ans plus tard, Henri est arrivé, tout aussi parfait. Je les ai élevés avec tout l'amour du monde, sacrifiant mes propres besoins pour les leurs. Ernest était un père merveilleux. Le dimanche, il les emmenait pêcher dans la rivière, leur apprenait à réparer des choses avec leurs mains et leur racontait des histoires avant de dormir. Je les nourrissais, je les habillais, je les consolais quand ils pleuraient. Nous étions une famille unie. Du moins, c'est ce que je croyais. En grandissant, les choses ont commencé à changer. Charles, l'aîné, a toujours été ambitieux. Très jeune, il demandait pourquoi nous vivions si modestement. Pourquoi nous n'avions pas de voiture comme les autres familles. Henri le suivait en tout, comme il l'avait toujours fait. Quand Charles a eu 18 ans, Ernest lui a proposé un travail à l'atelier, mais il l'a refusé avec mépris. « Je ne veux pas me salir les mains comme toi. Papa. Je vais devenir quelqu'un d'important. » Ces mots ont profondément blessé Ernest, même s'il ne me l'a jamais dit. Je le voyais parfois, le soir, assis sur le porche, regardant les étoiles avec un air de tristesse. Son fils avait rejeté non seulement son travail, mais tout son mode de vie. Les années ont passé et, à ma grande surprise, Charles a réussi à se faire un nom dans le monde des affaires à Lyon.
Il a trouvé un emploi dans une agence immobilière. Henri l'a suivi peu de temps après. Ils ont tous les deux commencé à gagner de l'argent. Bien plus que ce qu'Ernest et moi n'avions jamais vu. Au début, j'étais si fière. Mes fils avaient accompli ce que nous n'avions jamais pu faire. Échappant à la pauvreté pour se construire une vie meilleure. Mais peu à peu, cette joie s'est transformée en tristesse. Les visites se sont faites plus rares. Les appels téléphoniques plus courts. Quand ils venaient, ils arrivaient dans des voitures chères, vêtus de costumes élégants, parlant d'investissement et de biens immobiliers. Ils nous regardaient avec un étrange mélange de pitié et de honte. « Maman » m'a dit Charles lors d'une de leurs visites sporadiques. « Vous devriez déménager. Papa et toi. Cette maison tombe en ruine. » Il avait raison. Mais cette maison contenait tous nos souvenirs. C'est là que nous avions élevé nos fils. Partagé des milliers de repas. Vieillis ensemble. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était notre foyer. Ernest, toujours sage, me disait, Margot, l'argent a changé nos garçons. Nous ne sommes plus assez bien pour eux. Je refusais de le croire. Je continuais à justifier leurs absences, leurs appels brefs, leurs promesses non tenues. Ils sont occupés à construire leur vie, me disais-je. Un jour, ils redeviendront les garçons aimants que nous avons élevés. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Ernest avait raison. Nous avions perdu nos fils bien avant que je ne perde mon mari. Je ne savais juste pas à quel point nous étions devenus des étrangers pour eux. Le changement le plus radical est survenu lorsque Charles a épousé Jasmine Dubois. Une femme de la ville qui n'a jamais caché son dédain pour notre style de vie simple. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, elle est arrivée avec des talons hauts qui s'enfonçaient dans la terre de notre porche et une robe rouge élégante qui semblait plus chère que tout ce que j'avais possédé dans ma vie. Enchantée, a-t-elle dit avec un sourire forcé, tendant à peine le bout de ses doigts pour me saluer. Ses yeux parcouraient notre humble maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui me faisait me sentir petite. Pendant le dîner, Jasmine a à peine touché la nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. Elle déplaçait le pain de viande dans son assiette, coupait de minuscules morceaux de poulet, mais ne mangeait presque rien. Charles semblait nerveux, s'excusant constamment pour des choses dont il n'avait jamais eu honte auparavant. La prochaine fois, on les emmènera au restaurant. L'ai-je entendu murmurer à Jasmine, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. Mais je l'ai entendu. Chaque mot a transpercé mon cœur comme un couteau. Henri, de son côté, est resté célibataire, mais a adopté la même attitude distante que son frère. Ses visites se limitaient aux occasions spéciales. Et même alors, il semblait toujours pressé de partir. Il était constamment sur son téléphone, concluant des affaires, même pendant nos conversations. « Maman, je dois y aller » disait-il toujours avant l'heure. « J'ai une réunion importante demain matin. » Les dimanches en famille sont devenus un lointain souvenir. Les Noëls sont devenus froids et formels. Mes fils apportaient des cadeaux coûteux dont nous n'avions pas besoin. Ils restaient 2 ou 3 heures, puis repartaient avec un soulagement évident. Ernest et moi avons vieilli seuls, nous réconfortant l'un l'autre. Il continuait à travailler dans son atelier, même si ses mains n'avaient plus la même force. Je continuais mes coutures, mais mes yeux n'étaient plus les mêmes. Nous nous contentions de nos petits revenus, fiers de ne rien demander à nos fils qui avaient réussi. Tu sais ce qui est le plus triste, Margot ? M'a dit Ernest un soir, alors que nous buvions un café sur le porche. Ce n'est pas qu'ils aient de l'argent. C'est que l'argent leur a fait croire que nous ne sommes plus importants. Il avait raison.
Comme toujours. Mes fils n'avaient pas seulement changé financièrement. Ils avaient changé dans leur cœur. Nous n'étions plus leurs parents bien-aimés. Nous étions un rappel inconfortable d'un passé qu'ils voulaient oublier. Les choses ont empiré quand Charles a acheté une maison à 200 000 € dans un quartier chic de Lyon. Henri a fait de même peu de temps après, investissant dans un appartement de luxe qui a coûté 150 000 €. Soudain, nos fils étaient propriétaires de fortunes que nous ne pouvions même pas imaginer. Vous devriez vendre cette maison et déménager dans une résidence pour personnes âgées, a suggéré Jasmine lors d'une de ses rares visites. Il y a des endroits très bien pour les gens de votre âge. Vous seriez plus à l'aise. Le mot « résidence » m'a frappé comme une gifle. Une maison de retraite. Après 40 ans à construire notre foyer, après avoir élevé ses fils avec tant d'amour, il voulait nous envoyer dans un hospice. Nous n'avons pas besoin d'une résidence, a répondu Ernest avec la dignité qui l'a toujours caractérisé. Nous sommes très bien ici, dans notre maison. Mais j'ai vu l'expression sur les visages de Charles et Henri. Ils soutenaient l'idée de Jasmine. Pour eux, nous étions un fardeau, un problème à résoudre de la manière la plus pratique possible. C'est alors que les suggestions plus directes ont commencé. Charles est arrivé un jour avec des papiers à la main. Des documents qu'il avait préparés sans nous consulter. Papa. Maman. A-t-il dit avec ce faux sourire qu'il avait perfectionné. J'ai pensé à votre avenir. Cette maison vaut tout au plus 100 000 €. Si vous la vendez, je peux ajouter un peu d'argent pour que vous puissiez déménager dans un endroit mieux. Un meilleur endroit. Pour nous. Il n'y avait pas de meilleur endroit que la maison où nous avions été heureux pendant des décennies. Mais Charles ne comprenait pas cela. Pour lui, tout se résumait à des chiffres, à une valeur monétaire. De plus, a-t-il continué, je pense que papa devrait prendre sa retraite de l'atelier. Il a déjà 70 ans. Il est temps de se reposer. Ernest l'a regardé avec une tristesse infinie. Fils, travailler n'est pas un fardeau pour moi. C'est ce qui me maintient en vie. Ce qui donne un sens à mes journées. Mais tu pourrais te blesser, a insisté Henri, soutenant son frère. Comme toujours. À ton âge, un accident serait très dangereux. Leurs paroles semblaient attentionnées. Mais je sentais quelque chose de plus derrière elles. Une impatience. Une urgence que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Les mois suivants ont été tendus. Mes fils ont augmenté la pression pour que nous vendions la maison. Ils ont fait venir des agents immobiliers sans nous le dire. Ils l'ont fait évaluer sans notre permission. Ils ont même commencé à parler de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Écoutez, nous a dit Charles lors d'un dîner particulièrement inconfortable. Jasmine et moi avons décidé d'avoir des enfants bientôt. Nous aurons besoin d'aide pour les dépenses. Si vous vendez la maison et déménagez dans un endroit plus petit, cet argent pourrait être un héritage anticipé. Un héritage anticipé ? Il demandait notre héritage de notre vivant. L'audace de la demande m'a laissé sans voix. Ernest est resté calme. Mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Fils. Quand ta mère et moi mourrons, tout ce que nous avons sera à vous. Mais tant que nous sommes en vie, nos décisions nous appartiennent. Ne soyez pas têtus, a coupé Henri avec une dureté que je ne lui avais jamais vue. Vous êtes vieux maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le passé. Cette nuit-là, après leur départ, Ernest et moi sommes restés à parler jusqu'à l'aube. Pour la première fois de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité que nos fils ne soient pas les personnes que nous pensions avoir élevées. Quelque chose ne va pas, Margot, m'a dit mon mari avec une inquiétude que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Ce n'est pas seulement de l'ambition ou de l'impatience.
Il y a quelque chose de plus sombre derrière toute cette pression. Je ne savais pas à quel point ces paroles étaient justes. Je ne pouvais pas imaginer que mes propres fils planifiaient quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. Je ne savais pas que la tragédie qui s'annonçait ne serait pas un accident du destin, mais une conspiration soigneusement orchestrée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La dernière conversation normale que j'ai eue avec Charles a eu lieu 3 semaines avant la mort d'Ernest. Il est venu seul, sans Jasmine, et avait l'air plus sérieux que d'habitude. « Maman » a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où il avait pris son petit déjeuner tant de fois lorsqu'il était enfant. « Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, Henri et moi prendrons toujours soin de toi. » Sur le moment, ces paroles m'ont rassurée. Mais maintenant, en me les remémorant près de la tombe d'Ernest, elles me donnent des frissons. Pourquoi avait-il dit « quoi qu'il arrive » ? Que savait-il que j'ignorais ? L'accident qui a tout changé s'est produit un mardi matin. Ernest était parti tôt pour l'atelier, comme il l'avait fait chaque jour depuis plus de 40 ans. J'étais dans la cuisine, préparant son déjeuner préféré, du pain de viande et de la purée de pommes de terre, quand le téléphone a sonné avec une urgence qui m'a glacé le sang. « Madame Fournier ?» a demandé une voix que je ne connaissais pas. « J'appelle de l'hôpital de Lyon. Votre mari a eu un grave accident. Vous devez venir immédiatement. » Les mots se sont brouillés dans mon esprit comme de l'encre dans l'eau. Le monde s'est arrêté. Mes jambes sont devenues cotonneuses, et j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il va bien ? Il est en vie ? Madame ? S'il vous plaît. Venez aussi vite que possible. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un cauchemar brumeux. Ma voisine, Solange, a dû me conduire parce que je tremblais tellement que je ne pouvais même pas tenir les clés. Pendant tout le trajet, mon esprit refusait de comprendre ce qui se passait. Ernest était prudent, méticuleux dans son travail. Comment cela avait-il pu arriver ? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Charles et Henri étaient déjà là. Cela m'a surprise, car personne ne les avait encore prévenus. Du moins, pas moi. Mais dans mon désespoir, je n'ai pas prêté attention à ce détail. « Maman » a dit Charles en me serrant dans ses bras avec une force qui semblait sincère. « Papa est dans un sale état. Les médecins disent qu'une des machines de l'atelier a explosé. Il a de graves brûlures et un traumatisme crânien. » Les yeux d'Henri étaient rouges, mais quelque chose dans son expression me semblait faux. Il paraissait plus nerveux que triste, comme quelqu'un qui attend des nouvelles importantes plutôt que quelqu'un qui souffre pour son père. « On peut le voir ? » ai-je demandé, désespéré. Seulement la famille proche. Un à la fois. Et pour 5 minutes maximum, a expliqué l'infirmière. Quand je suis entrée dans cette chambre de soins intensifs, mon cœur a sombré. Ernest était branché à une douzaine de machines, avec des bandages couvrant la majeure partie de son visage et de ses bras. Je le reconnaissais à peine. Sa respiration était laborieuse, artificielle, maintenue par des machines qui émettaient des bips constants. Je me suis approchée de son lit et j'ai pris sa main. La seule partie de son corps qui semblait intacte. « Ernest, mon amour, je suis là. Tout va bien se passer. Tu vas te rétablir, comme tu le fais toujours. » Pendant un instant, j'ai senti une légère pression dans ma main. Ses yeux ont bougé derrière ses paupières closes. Il se battait. Mon guerrier se battait pour revenir à moi. Les 3 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital, dormant sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Charles et Henri se relayaient pour m'accompagner,
Mais ils semblaient toujours plus intéressés à parler aux médecins qu'à réconforter leur père. J'entendais des bribes de conversation que je ne pouvais pas tout à fait comprendre à l'époque. Henri posait des questions sur l'assurance maladie. Sur le coût du traitement. Charles était au téléphone. Parlant de police d'assurance vie et de bénéficiaires. Maman, m'a dit Charles le deuxième jour. Nous avons examiné les assurances de papa. Il a une police d'assurance vie de 50 000 €. Il y a aussi une assurance accident du travail qui pourrait couvrir jusqu'à 75 000 € de plus. Pourquoi me parlait-il d'argent alors qu'Ernest luttait encore pour sa vie? Pourquoi s'inquiétait-il des assurances au lieu du rétablissement de son père? L'argent m'est égal, ai-je répondu sèchement. Je veux juste que ton père aille mieux. Bien sûr. Maman, a-t-il dit. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas. Une froideur. Un esprit calculateur au travail pendant que son père était mourant. Le troisième jour, les médecins nous ont annoncé la nouvelle la plus dévastatrice de ma vie. Le docteur Martin, un homme âgé à l'expression compatissante, nous a réunis dans un petit bureau. Madame Fournier, a-t-il commencé doucement. L'état de votre mari est critique. Les brûlures se sont infectées et le traumatisme crânien est plus grave que nous ne le pensions au départ. Nous devons être réalistes quant à ses chances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Bien que mon cœur connaisse déjà la réponse. Cela signifie que nous devons nous préparer au pire. Votre mari est dans un coma artificiel. Nous pourrions le maintenir en vie indéfiniment. Mais sa qualité de vie. Eh bien, il est très peu probable qu'il reprenne conscience un jour. Mon monde s'est effondré autour de moi. 42 ans de mariage. Toute une vie construite ensemble. Et maintenant? On me disait que tout s'effaçait comme de la fumée. Nous voulons tout essayer. Ai-je dit en sanglotant. Peu importe le coût. Peu importe le temps que ça prendra. Mais Charles a échangé un regard avec Henri qui m'a profondément troublé. Maman, a dit Charles d'une voix qui se voulait compréhensive. Nous devons être pratiques. Papa n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il a toujours dit qu'il ne voulait jamais être un fardeau pour personne. Un fardeau. J'ai explosé avec une fureur que je ne me connaissais pas. C'est ton père. Ce n'est pas un fardeau. C'est l'homme qui vous a élevé. Qui a travaillé toute sa vie pour vous donner le meilleur de ce qu'il pouvait. Nous le savons. Maman, a ajouté Henri. Mais nous devons aussi penser à toi. Les frais médicaux vont être énormes. Ils pourraient anéantir toutes tes économies. Encore l'argent. Toujours l'argent. Mon mari était en train de mourir et il calculait les coûts. Cette nuit-là, seul dans la chambre d'hôpital, j'ai pris la main d'Ernest et je lui ai parlé comme s'il pouvait m'entendre. Mon amour. Je ne sais pas quoi faire. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir. Mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts ont bougé légèrement, serrant les miens avec une force presque imperceptible. Ses lèvres ont remué comme s'il essayait de dire quelque chose. Mais aucun son n'est sorti. J'ai appelé les infirmières. Désespéré. Il réagit. Il essaie de parler. Mais le temps qu'elles arrivent. Ernest était revenu à son état antérieur. L'infirmière a vérifié les moniteurs et a secoué la tête. Il y a parfois des spasmes musculaires involontaires. Madame. Cela ne signifie pas qu'il est conscient. Mais je savais ce que j'avais senti. Ernest avait essayé de communiquer avec moi. Il s'était battu pour me dire quelque chose d'important. 2 jours plus tard, aux premières heures du vendredi matin, les alarmes des machines se sont déclenchées. Les lumières ont clignoté.
Les infirmières se sont précipitées dans la chambre d'Ernest. Je somnolais dans le couloir quand le bruit m'a réveillé. Non. 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 Ai-je crié en courant vers la chambre. Les médecins ont travaillé pendant 40 minutes pour essayer de le réanimer. Mais c'était inutile. À 4h37 du matin, Ernest a été officiellement déclaré mort. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était physique. Comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je me suis effondrée près de son lit. Serrant son corps encore chaud. Refusant d'accepter qu'il était parti pour toujours. Charles et Henri sont arrivés à l'hôpital 1 heure après la mort de leur père. Ils semblaient préparés. Comme s'ils attendaient l'appel. Ils ont apporté des papiers, des documents et des numéros de téléphone de pompes funèbres. Nous avons déjà parlé aux pompes funèbres de Clairefontaine ? M'a dit Charles alors que je pleurais encore de manière inconsolable. Ils peuvent venir chercher le corps ce matin. Nous avons aussi contacté l'assurance, a ajouté Henri. Le processus de réclamation est déjà en cours. Comment pouvait-il être si efficace ? Si organisé ? Si froid juste 1 heure après avoir perdu leur père ? Quelque chose n'allait pas. Mais mon chagrin était si intense que je ne pouvais pas penser clairement. L'enterrement a été fixé au lundi suivant. Charles s'est occupé de tous les arrangements sans vraiment me consulter. Il a choisi le cercueil le plus simple. Le service le plus court. Comme s'il voulait en finir le plus vite possible. C'est ce que papa aurait voulu ? A-t-il dit quand je me suis plainte de ne pas avoir été incluse dans les décisions. Quelque chose de simple ? Sans chichi. Mais Ernest méritait mieux que cette hâte indécente de l'enterrer et de l'oublier. Le jour de l'enterrement est arrivé. Nuageux et froid. Comme si le ciel lui-même pleurait Ernest. Je portais ma seule robe noire. La même que j'avais portée pour l'enterrement de ma mère des années auparavant. Mes mains tremblaient tellement que Solange a dû m'aider à boutonner les petits boutons dans le dos. Sois forte, Margot, m'a murmuré ma chère amie en me peignant soigneusement les cheveux. Ernest voudrait te voir forte. Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide. Comme une coquille sans âme. 42 ans de mariage ne s'enterrent pas si facilement. Chaque objet dans la maison me rappelait lui. Sa tasse de café sur la table. Ses outils sur le porche. Son oreiller qui gardait encore son odeur. Quand nous sommes arrivés au cimetière, j'ai été surprise par le peu de personnes présentes. Je m'attendais à voir plus de collègues d'Ernest de l'atelier. Plus de voisins. Plus de connaissances. Mais il n'y avait que Charles, Henri, Jasmine, Solange, moi et le prêtre. Pour un homme qui avait vécu 70 ans dans la même ville, qui avait aidé tant de gens, l'enterrement semblait étrangement vide. Où sont les gars de l'atelier ? Ai-je demandé à Charles. Nous ne voulions déranger personne ? A-t-il répondu rapidement. Papa était une personne privée. Il aurait préféré quelque chose d'intime. Mais ce n'était pas vrai. Ernest aimait sa communauté. Il se souciait de ses voisins. Il aurait voulu qu'ils viennent lui dire au revoir. Pourquoi Charles avait-il décidé de tout rendre si secret ? Si précipité ? Pendant le service, j'ai observé mes fils avec un étrange détachement émotionnel. Charles avait une expression solennelle, appropriée pour l'occasion, mais ses yeux se dardaient constamment vers sa montre. Henri semblait agité, comme s'il avait des choses plus importantes à faire. Jasmine vérifiait discrètement son téléphone derrière son voile noir. C'est ainsi qu'ils disaient adieu à leur père ? Avec impatience et distraction. Le prêtre a parlé de la vie éternelle, du repos bien mérité, de la réunion avec Dieu. Ces mots semblaient creux dans mon cœur brisé. Je ne voulais pas qu'Ernest repose en paix. Je voulais qu'il rentre à la maison avec moi.
Que nous continuions à vieillir ensemble. Que nous continuions à boire du café sur le porche chaque soir. Quand est venu le moment de jeter de la terre sur le cercueil, mes jambes ont refusé de me porter. Solange a dû me soutenir alors que je sanglotais de manière incontrôlable. Le son de la terre frappant le bois était final. Concluant. Sans espoir. C'est à ce moment précis, debout près de la tombe de mon mari, que mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je suis vivant. Ce n'est pas moi dans ce cercueil. Mon cœur s'est arrêté. Les lettres dansaient devant mes yeux comme si j'hallucinais. Je perdais la raison à cause du chagrin. Les mains tremblantes. J'ai répondu, « Qui êtes-vous » La réponse est venue immédiatement. Je ne peux pas le dire. Il surveille. Ne fais pas confiance à nos fils. Le téléphone est tombé de mes mains comme s'il était brûlant. Solange s'est penchée pour le ramasser. Mais je l'ai arrêté brusquement. Je ne pouvais laisser personne d'autre voir ces messages. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. Ça va, maman ? A demandé Charles en s'approchant avec une expression inquiète. Je l'ai fixé, essayant de trouver un indice sur son visage. Ses yeux semblaient sincères. Mais maintenant chaque geste, chaque mot, chaque expression me paraissait suspect. Je vais bien. Ai-je menti en rangeant le téléphone dans mon sac? J'ai juste besoin de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, je ne pouvais pas chasser ces messages de ma tête. Était-il possible que quelqu'un me joue une blague cruelle au pire moment de ma vie? Ou y avait-il vraiment une possibilité qu'Ernest soit en vie? Mais s'il était en vie, qui avions-nous enterré? Et s'il n'était pas en vie? Qui connaissait assez de détails sur nos vies pour écrire quelque chose de si spécifique sur nos fils? Cette nuit-là, seule dans ma maison qui ressemblait maintenant à une tombe, j'ai passé en revue chaque détail des derniers jours. L'accident d'Ernest avait été étrange dès le début. Selon Charles, une machine avait explosé dans l'atelier. Mais Ernest connaissait chaque vis et chaque fil de cet endroit. Il était méticuleux pour l'entretien, obsessionnel pour la sécurité. De plus, comment mes fils étaient-ils arrivés si vite à l'hôpital si personne ne les avait prévenus? L'hôpital m'avait appelé en premier. J'étais le contact d'urgence. Comment savait-il pour l'accident avant moi? Et puis, il y avait l'argent. Dès le premier jour, Charles et Henri avaient parlé de police d'assurance et de bénéficiaires comme s'ils avaient attendu ce moment. S'y étaient préparés. J'ai décidé de vérifier les papiers d'Ernest. Dans son vieux bureau en bois, il gardait tous ses documents importants dans une boîte en métal. Les polices d'assurance, l'acte de propriété de la maison, les documents de l'atelier, tout était là. J'ai trouvé la police d'assurance vie de 50 000 € que Charles avait mentionnée. Mais il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. La police avait été mise à jour seulement 6 mois plus tôt, augmentant la couverture de 5 000 à 50 000 €. Pourquoi Ernest avait-il augmenté son assurance vie? Il ne m'avait jamais parlé de ce changement. Et plus important encore, qui lui avait suggéré de le faire? J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Une police d'assurance accident du travail que je ne connaissais pas. Souscrite seulement 2 mois avant sa mort. 75 000 € en cas de décès accidentel au travail. 125 000 € au total. Une fortune pour une famille comme la nôtre. Mais aussi une fortune assez tentante pour quelqu'un sans scrupules. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message du même numéro inconnu. Vérifie le compte en banque. Regarde qui a déplacé de l'argent. Cette fois, je n'ai pas hésité. Cette personne, qui qu'elle soit, en savait trop pour être un plaisantin. Elle connaissait l'existence des assurances.
Elle connaissait mes fils. Elle connaissait des détails que seule une personne très proche de nous pouvait connaître. Le lendemain, je me suis rendue à la banque où Ernest et moi avions notre compte depuis 30 ans. Madame Dubois, la directrice qui nous connaissait depuis toujours, m'a accueillie avec de sincères condoléances. Margot, je suis tellement désolée pour Ernest. C'était un homme bon. Merci. Madame Dubois. Je suis venue vérifier nos comptes. J'ai besoin de comprendre notre situation financière. Elle m'a montré les relevés bancaires des 6 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a glacé. Au cours des 3 derniers mois, d'importants retraits avaient été effectués sur notre compte d'épargne. 1 000 € en janvier, 3 000 en février, 4 000 en mars. De l'argent dont je ne savais pas qu'il avait été déplacé. Qui a autorisé ces retraits? Ai-je demandé? La voix tremblante. Votre mari est venu en personne? A expliqué Madame Dubois. Il a dit qu'il avait besoin de l'argent pour des réparations à l'atelier. Mais je tenais les comptes du ménage. Je savais exactement combien d'argent nous avions et ce que nous dépensions. Ernest n'avait jamais mentionné de réparations coûteuses à l'atelier. Et nous n'avions certainement jamais parlé de retirer des milliers d'euros de nos économies. Avez-vous les signatures pour ces retraits? Ai-je demandé. Elle m'a montré les reçus. En effet, cela ressemblait à la signature d'Ernest. Mais quelque chose dans l'écriture semblait différent. Elle était trop tremblante. Trop incertaine pour son écriture habituellement ferme et claire. Madame Dubois. Ai-je demandé le cœur battant? Est-il venu seul pour faire ses retraits? Ou quelqu'un était-il avec lui? Elle a réfléchi un instant. Maintenant que vous le dites, je crois qu'il est venu avec un de vos fils 1 ou 2 fois. Charles. Je crois. Il a dit qu'il aidait son père avec les papiers parce qu'Ernest avait du mal à lire les documents sans ses lunettes. Charles. Mon fils avait été impliqué dans des retraits d'argent dont je ne savais rien, utilisant les yeux fatigués de son père comme excuse. Mais Ernest voyait parfaitement bien avec ses lunettes, qu'il ne quittait jamais de la journée. Cet après-midi-là, alors que je regardais encore et encore les reçus de la banque, j'ai reçu un autre message. L'assurance était leur idée. Ils ont convaincu Ernest qu'il avait besoin de plus de protection pour toi. C'était un piège. Je ne pouvais plus nier les preuves qui s'accumulaient devant moi. Les polices d'assurance mystérieusement augmentées. Les retraits d'argent non autorisés. La présence de Charles dans des transactions dont je ne savais rien. Son efficacité suspecte pour organiser l'enterrement. Sa froideur pendant l'agonie de son père. Mais la question qui me terrifiait était de savoir s'ils avaient vraiment planifié la mort d'Ernest. Comment ils l'avaient fait? Et qui m'envoyait ces messages? Comment cette personne en savait-elle autant sur ce qui s'était passé? Les jours suivants sont devenus un cauchemar de doutes et de suspicions. Chaque sourire de Charles. Chaque étreinte d'Henri. Chaque mot de condoléance me semblait être un masque cachant quelque chose de sinistre. Mais j'avais besoin de plus de preuves avant de pouvoir accepter une vérité aussi horrible que celle qui se dessinait dans mon esprit. Mon téléphone continuait de recevoir des messages du numéro mystérieux. Va à l'atelier d'Ernest. Regarde dans son bureau. Il y a des choses que tu n'as pas vues. J'ai décidé d'aller à l'atelier pour la première fois depuis l'accident. Charles avait dit qu'une machine avait explosé. Mais en arrivant, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent de ce à quoi je m'attendais. L'atelier était étrangement propre. Trop propre pour avoir été le théâtre d'une explosion. Il n'y avait pas de marque de brûlure sur les murs. Pas de débris. Aucun signe de la destruction qu'un accident aussi grave aurait dû causer. Où est la machine qui a explosé? Ai-je demandé à voix haute. J'ai cherché dans tout l'atelier et j'ai trouvé chaque machine à sa place. En parfait état de fonctionnement. La soudeuse?
Le compresseur, la scie électrique. Tout était intact. Quelle avait donc été la cause de l'accident? Dans le bureau d'Ernest, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une note écrite de sa main, datée de 3 jours avant sa mort. Charles insiste pour que je prenne plus d'assurance. Il dit que c'est pour Margot. Mais quelque chose ne me semble pas juste. Je n'ai pas confiance en ses intentions. En dessous de cette note, il y en avait une autre. Henri m'a apporté des papiers à signer. Il dit que c'est pour moderniser l'atelier. Mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pourquoi toute cette précipitation? Mon mari avait eu des soupçons. Il avait pressenti les mauvaises intentions de nos fils. Mais il était mort avant de pouvoir me le dire. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre d'Ernest. Ma très chère Margot. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Ces derniers mois, j'ai remarqué des changements étranges chez Charles et Henri. Ils sont trop intéressés par notre argent, par les assurances, par la vente de la maison. Jasmine leur met beaucoup de pression. Hier, Charles m'a dit que je devrais me soucier davantage de ma sécurité. Car à mon âge, tout accident pourrait être fatal. Je ne sais pas pourquoi. Mais ces mots ont sonné comme une menace. Je t'aime, Margot. S'il m'arrive quelque chose, ne fais confiance à personne aveuglément. Pas même à nos fils. La lettre est tombée de mes mains. Ernest avait senti sa propre mort. Il avait vu les signes que moi, aveuglé par l'amour maternel, j'avais ignoré. Ce soir-là, Charles est venu me rendre visite. Il est arrivé avec une bouteille de vin et un sourire qui me semblait maintenant complètement faux. Maman, j'ai pensé à ton avenir, a-t-il dit en se servant un verre sans me demander si j'en voulais un. L'argent de l'assurance. C'est déjà en cours. Ce sera 125 000 €. Comment connais-tu le montant exact? Ai-je demandé en feignant l'innocence. Eh bien, j'ai aidé papa avec les papiers d'assurance. Il voulait s'assurer que tu aurais assez d'argent pour vivre confortablement. Un mensonge. Ernest n'avait jamais voulu augmenter l'assurance. Selon sa propre note, il avait été pressé par Charles. Et que penses-tu que je devrais faire de cet argent? Ai-je demandé en observant attentivement sa réaction. Ses yeux se sont illuminés d'une lueur qui m'a donné froid dans le dos. Tu pourrais acheter une maison plus petite et plus confortable. Ou encore mieux, déménager dans une belle résidence pour personnes âgées où tu aurais de la compagnie et des soins médicaux. Henri et moi pourrions gérer ton argent pour le faire fructifier. Gérer mon argent. Nous voulons juste prendre soin de toi. Maman. À ton âge, il est facile de se faire arnaquer ou de prendre de mauvaises décisions financières. Nous connaissons les investissements. Les affaires. Nous pourrions tripler ce montant en quelques années. Tripler mon argent ou le faire disparaître dans leur propre poche. Laisse-moi y réfléchir. Ai-je dit pour essayer de gagner du temps? Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur. Mais pas trop longtemps. Pour ton bien. Après leur départ, je suis restée assise dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, la chair de ma chair, avaient non seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient maintenant de me voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Demain, va à la gendarmerie. Demande le rapport sur l'accident d'Ernest. Il y a des contradictions que tu dois connaître. Le lendemain, je me suis rendue à la gendarmerie locale. Le sergent Lecomte, qui connaissait Ernest depuis des années,
m'a accueilli avec gentillesse. Le rapport sur l'accident de votre mari? A-t-il demandé avec une expression confuse. Quel accident? Madame Fournier? De son atelier. Quand la machine a explosé. Le sergent a vérifié ses dossiers et a secoué la tête. Nous n'avons aucun rapport d'explosion à l'atelier d'Ernest ici. En fait, nous n'avons aucun rapport d'accident du travail impliquant votre mari. J'ai senti le monde vaciller sous mes pieds. Mais mon fils a dit que c'était un accident à l'atelier. C'est pour ça qu'il était à l'hôpital. Madame Fournier? Votre mari est arrivé à l'hôpital mardi matin? Mais pas à la suite d'un accident du travail. Selon le rapport médical que j'ai ici, il est arrivé inconscient avec des symptômes d'empoisonnement. Empoisonnement. Les médecins ont trouvé des traces de méthanol dans son sang. Une quantité suffisante pour provoquer la cécité, des lésions cérébrales et finalement la mort. L'hôpital aurait dû vous en informer. Ce n'avait pas été une explosion. Ce n'avait pas été un accident du travail. Quelqu'un avait délibérément empoisonné mon mari. Pourquoi personne ne m'a dit ça? Ai-je demandé? La voix brisée. La famille proche qui a signé les papiers de l'hôpital a demandé que l'information reste confidentielle pour éviter les spéculations inutiles. Ils ont dit que vous étiez trop fragile émotionnellement pour gérer les détails techniques. La famille proche. Charles et Henri avaient caché la véritable cause de l'état d'Ernest. Inventé l'histoire de l'explosion et manipulé tout le monde, y compris moi, pour couvrir un meurtre. Madame Fournier? A continué le sergent. Si vous avez des doutes sur les circonstances de la mort de votre mari, nous pourrions ouvrir une enquête formelle. J'avais plus que des doutes. J'étais certaine que mes propres fils avaient assassiné leur père pour de l'argent. Cet après-midi-là, Henri est rentré à la maison avec un bouquet de fleurs et le même faux sourire que Charles. Comment vas-tu? Maman? Tu as l'air fatiguée. Je vais bien. Ai-je menti? Observant chacun de ses gestes sous un nouvel angle. Je pense juste à l'avenir. C'est bien. Charles et moi avons discuté. Nous pensons que tu devrais vendre la maison bientôt, tant qu'elle est fraîche sur le marché immobilier. Pourquoi cette précipitation? Eh bien, les vieilles maisons perdent vite de la valeur, et tu as besoin de liquidité. Les frais d'enterrement, les factures médicales en attente. Encore des mensonges. L'enterrement avait été bon marché, presque insultant. Et il n'y avait pas de factures médicales en attente car l'assurance de l'hôpital les avait couvertes. Henri, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Tu savais que ton père n'était pas mort d'un accident du travail. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique dans son expression. Mais il s'est vite repris. De quoi parles-tu? Maman? Je suis allée à la gendarmerie. Il n'y a pas de rapport d'explosion à l'atelier de ton père. Cette fois, la panique était plus évidente. Maman? Tu ne devrais pas faire des choses comme ça. Ils vont t'embrouiller. Le chagrin te monte à la tête. Le chagrin me monte à la tête ou vous me mentez? Il s'est levé brusquement, renversant le café que je lui avais versé. Je pense que tu as besoin de te reposer. Nous parlerons quand tu seras plus calme. Il est parti rapidement, mais pas avant de passer un appel depuis le porche. Je ne pouvais pas entendre les mots. Mais le ton était urgent. Inquiet. Cette nuit-là, j'ai reçu le message le plus révélateur jusqu'à présent. Ils viennent ensemble demain. Ils vont essayer de te convaincre que tu es folle. Que le chagrin te fait imaginer des choses. Ne les crois pas. Et n'accepte rien de ce qu'ils t'offrent à manger ou à boire. La prédiction des messages mystérieux s'est réalisée exactement comme elle l'avait annoncé. Le lendemain,
Charles et Henri sont arrivés ensemble chez moi, accompagnés de Jasmine. Ils affichaient des mines de préoccupation exagérées et un sac de pâtisserie de la boulangerie du centre-ville. Maman, nous sommes si inquiets pour toi, a commencé Charles d'une voix mielleuse. Les voisins nous ont dit que tu agissais bizarrement. Solange dit que tu parles toute seule, que tu ne manges pas bien. Solange n'avait jamais dit ça. C'était juste un autre mensonge dans leur collection grandissante. Jasmine a apporté tes pâtisseries préférées, a ajouté Henri en désignant le sac. Et nous avons fait du café spécial de cette marque que tu aimes tant. Je me suis souvenu des mots du message, n'accepte rien de ce qu'il t'offre à manger ou à boire. Était-il possible qu'il prévoie de m'empoisonner aussi? Comme il l'avait fait avec Ernest? Merci. Mais j'ai déjà déjeuné, ai-je dit en gardant mes distances. Mais maman, a insisté Jasmine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu dois manger correctement. Tu as beaucoup maigri depuis la mort d'Ernest. Je vais bien, ai-je répété fermement. Charles a échangé un regard significatif avec Henri. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'hôpital lorsque le médecin nous avait donné le pronostic d'Ernest. Maman, a dit Charles en s'asseyant plus près de moi. Nous voulons te parler de quelque chose d'important. Henri et moi avons consulté des médecins au sujet de ton comportement récent. Mon comportement? Oui. Les questions étranges que tu poses? Les visites à la gendarmerie. Cette obsession pour des détails insignifiants sur papa. C'est normal après une si grande perte? Mais cela peut être dangereux si ce n'est pas traité. Henri a hoché la tête gravement. Nous avons parlé au docteur Renaud. Il dit qu'il est courant que les personnes âgées développent de la paranoïa après la perte d'un conjoint. Surtout les femmes de ton âge. Paranoïa. Il m'accusait d'être folle pour avoir découvert leurs mensonges. Je ne suis pas paranoïaque? Ai-je dit avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. Je pose juste des questions que j'aurais dû poser depuis le début. Quelles questions? M'a défié Charles. Comme pourquoi il n'y a pas de rapport de gendarmerie pour le prétendu accident de votre père? Comme pourquoi l'atelier est parfaitement propre s'il y a eu une explosion? Comme pourquoi vous avez retiré plus de 8 000 € de notre compte sans rien me dire? Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les trois ont échangé des regards de panique à peine dissimulés. Maman, a finalement dit Henri. Ces choses ont des explications simples. Papa a retiré cet argent pour des réparations qu'il voulait faire en secret. Pour te faire une surprise. Quelle surprise? Il voulait rénover la maison? A menti Charles. Il avait engagé des ouvriers pour réparer le toit et repeindre les murs. Il voulait que ce soit une surprise pour ton anniversaire. Si c'était vrai. Où étaient les ouvriers? Où étaient les matériaux? Pourquoi personne en ville n'était au courant de cette prétendue rénovation? Et pour le rapport de gendarmerie? A poursuivi Charles. Tous les accidents du travail ne nécessitent pas de rapport? Surtout quand ils se produisent sur une propriété privée. D'autres mensonges. Le sergent Lecomte avait été très clair. Tout accident du travail avec des blessures graves nécessite un rapport officiel. Maman, est intervenue Jasmine d'une voix douce mais condescendante. Nous voulons juste prendre soin de toi. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait préférable que tu déménages dans un endroit avec une attention médicale spécialisée. Une maison de retraite. Une maison de soins spécialisée? A corrigé Charles. Pour les personnes qui traversent un deuil compliqué. Ils ont des psychologues? Des infirmières? Des activités pour t'occuper. Et pendant ce temps? A ajouté Henri. Nous pouvons nous occuper de la vente de la maison? De la gestion de l'argent de l'assurance? De toutes ces choses compliquées que tu ne devrais pas avoir à gérer dans ton état actuel. Voilà. Le plan complet.
Me déclarer mentalement incompétente? Me mettre dans une maison de retraite et prendre le contrôle de tout mon argent. D'abord, ils avaient assassiné Ernest pour l'argent de l'assurance. Et maintenant ils voulaient me voler aussi. Et si je refuse? Leur ai-je demandé. Pourquoi refuserais-tu? A demandé Charles avec un sourire qui m'a glacé le sang. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que c'est ma maison. C'est ici que j'ai construit ma vie avec Ernest. C'est ici que je vous ai élevé. Maman, a dit Henri avec un soupir exagéré. Tu ne peux pas vivre dans le passé pour toujours. Papa est parti. Tu dois l'accepter et aller de l'avant. Je l'ai accepté. Mais ça ne veut pas dire que je vais abandonner ma vie et mon argent. Le masque de l'inquiétude a commencé à se fissurer sur les visages de mes fils. Charles s'est levé brusquement. Très bien. Si tu n'écoutes pas la raison, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous pouvons entamer une procédure légale pour te faire déclarer mentalement incompétente. Nous avons des témoins de ton comportement erratique. Nous avons le témoignage de médecins qui confirment que tu souffres de paranoïa sénile. Des médecins? Quels médecins? Je n'ai parlé à aucun médecin de mon état mental. Le docteur Renaud a déjà signé un rapport préliminaire? A ajouté Henri. Il dit que, d'après nos descriptions de ton comportement, il est probable que tu aies besoin de soins spécialisés. Un médecin qui ne m'avait jamais examiné avait signé un rapport sur mon état mental en se basant uniquement sur ce que mes fils lui avaient dit. Combien leur avait coûté cette fausse évaluation? Donc, tu peux coopérer volontairement? A poursuivi Charles. Ou nous pouvons le faire légalement. Mais dans tous les cas, tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin. C'était une menace directe. Si je ne leur cédais pas mon argent volontairement, ils utiliseraient le système judiciaire pour me le voler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Leur ai-je dit, essayant de gagner du temps. Bien sûr, a dit Jasmine avec sa fausse douceur. Mais pas trop de temps. Pour ton propre bien. Après leur départ, je suis restée assise dans ma cuisine, tremblante de rage et de peur. Mes propres fils, le sang de mon sang, avaient non seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient maintenant de me voler tout ce qu'il me restait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message plus long que les autres. Margot. C'est Stéphane Caron. Un détective privé. Ernest m'a engagé 3 semaines avant de mourir parce qu'il se méfiait de Charles et Henri. Ils l'ont empoisonné avec du méthanol mélangé dans son café du petit déjeuner. J'ai des preuves audio de leur conversation, où ils planifient tout. Demain à 15h, va au café du coin. Assieds-toi à la table du fond. Je serai là. Enfin, j'allais savoir qui m'envoyait ces messages. Et plus important encore, j'aurais la preuve dont j'avais besoin pour obtenir justice pour la mort de mon mari. Mais je savais aussi que je n'avais pas beaucoup de temps. Charles et Henri avaient montré leur jeu. Si je n'agissais pas vite, je finirais enfermée dans une maison de retraite pendant qu'ils dépenseraient l'argent qui avait coûté la vie à Ernest. La guerre avait commencé. Et même si j'étais une femme de 66 ans contre 2 hommes sans pitié, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. La vérité. Et la vérité, tôt ou tard, trouve toujours un moyen de sortir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort d'Ernest, j'ai souri. Parce que je savais que mon mari n'était pas mort en vain. Sa prudence, son instinct, sa décision d'engager un détective privé allait me permettre d'obtenir justice. Charles et Henri avaient sérieusement sous-estimé leur mère. Ils étaient sur le point de découvrir qu'une femme qui se bat pour la mémoire de son mari assassiné est une force plus puissante que toute leur cupidité réunie.
Le lendemain est arrivé, rempli de nervosité et d'anticipation. Je me suis habillée avec soin, choisissant ma robe violette la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions importantes. Si j'allais rencontrer l'homme qui pouvait me donner les réponses dont j'avais besoin, je voulais être préparée à toute révélation. À 14h30, j'ai marché vers le café du coin d'un pas déterminé mais prudent. Chaque ombre me paraissait suspecte. Chaque personne dans la rue pouvait être un espion envoyé par mes fils. La paranoïa dont ils m'avaient accusé commençait à me sembler justifiée. Le café était modérément rempli. Je suis allée directement à la table du fond, comme on me l'avait indiqué. J'ai commandé une tisane à la camomille et j'ai attendu, les mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. Exactement à 15h. Un homme d'une 50aine d'années s'est approché de ma table. Il était grand, les cheveux grisonnants, avec des yeux intelligents et une expression sérieuse mais bienveillante. Il portait un dossier marron sous le bras. « Madame Fournier ?» a-t-il demandé à voix basse. J'ai hoché la tête, ne faisant pas encore confiance à ma voix. « Je suis Stéphane Caron. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Ernest était un homme bon. Il s'est assis en face de moi et a posé le dossier sur la table. Avant de vous montrer ce que j'ai, je dois vous dire que ce que vous allez entendre et voir va être très douloureux. Êtes-vous prête? Je me prépare depuis que j'ai reçu votre premier message. Ai-je répondu avec une fermeté que je ne me connaissais pas. Stéphane a ouvert le dossier et en a sorti un petit enregistreur vocal. Ernest est venu me voir il y a un mois. Il s'inquiétait du comportement de ses fils. Il m'a engagé pour les enquêter discrètement. Il a appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Ernest, si familière et chère, a rempli le petit espace entre nous. Stéphane, je dois vous dire que s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. Charles et Henri me pressent d'augmenter mon assurance vie. Hier, Charles m'a apporté des papiers, soi-disant pour mieux protéger Margot. Mais en les lisant, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des clauses qui les avantageaient directement. Mon cœur s'est accéléré. Entendre la voix d'Ernest, c'était comme le retrouver pour quelques minutes. Mais ces mots confirmaient mes pires soupçons. L'enregistrement a continué. Henri a posé des questions étranges sur ma routine quotidienne. Ce que je mange au petit déjeuner. À quelle heure je quitte la maison. Si Margot vient à l'atelier avec moi. Il dit que c'est par inquiétude. Mais quelque chose dans sa façon de demander m'inquiète. Stéphane a mis l'enregistrement en pause. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant sa mort. Mais j'ai quelque chose de plus récent. Il a lancé un autre enregistrement. Cette fois, c'était la voix de Charles, en arrière-plan, parlant au téléphone. Non. On ne peut plus attendre. Le vieil homme commence à se méfier. Hier, il m'a demandé pourquoi je m'intéressais autant à son assurance. Oui. J'ai déjà le méthanol. Ça marche parfaitement. Les symptômes ressemblent à une crise cardiaque ou à un AVC. Non. Maman ne sera pas un problème. Après la mort de papa, elle sera tellement dévastée qu'on pourra faire ce qu'on veut d'elle. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était la voix de mon fils. Mon propre fils. Planifiant froidement le meurtre de son père. Il y a plus, a dit doucement Stéphane. Cet enregistrement date de la veille de la mort d'Ernest. Un nouvel enregistrement a commencé. Cette fois, c'était Henri qui parlait à quelqu'un. Tout est prêt. Demain, Charles va mettre le méthanol dans le café de papa. On lui a dit que c'était un complément vitaminé spécial recommandé par un médecin. L'idiot va le boire sans se douter de rien. Les symptômes?
Ça commencera par des vertiges et de la confusion. Puis perte de vue. Convulsions. Coma. Les médecins penseront à un AVC ou à une crise cardiaque. Le temps qu'ils réalisent que c'est un empoisonnement, il sera trop tard. Mon monde s'est complètement effondré. Non seulement ils avaient planifié le meurtre d'Ernest, mais ils l'avaient exécuté avec une froideur qui me terrifiait. Comment était-il possible que mes fils, les bébés que j'avais allaités, les garçons que j'avais consolés pendant leur cauchemar, soient capables d'une chose aussi monstrueuse? Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Ai-je demandé à travers mes sanglots. Ernest m'avait demandé de placer des dispositifs d'écoute dans votre maison, a expliqué Stéphane. Il avait peur, mais il ne savait pas exactement de quoi. Nous les avons placés sur le téléphone fixe et à d'autres endroits stratégiques. Il a sorti une série de photographies du dossier. J'ai aussi ça. Charles achetant du méthanol dans une quincaillerie à 30 km de la ville. Il a payé en espèces et a utilisé un faux nom. Mais je l'ai en vidéo. Les photographies montraient clairement Charles sortant d'une quincaillerie avec une petite bouteille à la main. La date sur les photos était de 5 jours avant la mort d'Ernest. Et ça? A continué Stéphane en me montrant d'autres documents. Ce sont les relevés financiers de Charles et Henri des 6 derniers mois. Ils ont dépensé beaucoup plus d'argent que leurs revenus ne le justifient. Charles doit 70 000 € à un prêteur à Lyon. Henri a des dettes de jeu de 40 000 €. Ils étaient désespérés. Tout a commencé à prendre sens. Ce n'était pas seulement la cupidité qui avait motivé le meurtre d'Ernest. C'était le désespoir financier. Mes fils étaient ruinés et voyaient leur père comme une source d'argent facile et rapide. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la gendarmerie immédiatement après la mort d'Ernest? Lui ai-je demandé. Parce que Charles et Henri sont très intelligents. Ils ont soudoyé le médecin qui a pris en charge Ernest à l'hôpital pour qu'il modifie le diagnostic officiel. Au lieu d'empoisonnement, le certificat de décès indique une insuffisance cardiaque due à des complications d'un accident du travail. Sans cette preuve médicale, mes enregistrements n'auraient peut-être pas suffi pour une condamnation. Mais maintenant, nous avons toutes les preuves réunies. Ai-je dit, ressentant un mélange de douleur et de détermination. Exactement. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Mon sang s'est glacé. Quoi? Vos fils prévoyaient de vous tuer aussi. Stéphane a joué un dernier enregistrement. Cette fois avec les voix de Charles et Henri ensemble. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra aussi se débarrasser de maman, disait Charles. On ne peut pas risquer qu'elle se méfie ou que quelqu'un d'autre lui mette des idées en tête. Comment? A demandé Henri. Comme avec papa. Mais cette fois, on pourra faire passer ça pour un suicide dû à la dépression. Une veuve qui ne peut pas vivre sans son mari. Personne ne se posera de questions. Et l'argent? Nous sommes ses seuls héritiers. Tout serait à nous. La maison, les économies, l'argent de l'assurance. Presque 200 000 € au total. L'enregistrement s'est arrêté. Je tremblais de manière incontrôlable. Mes fils n'avaient pas seulement assassiné leur père, mais ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Tout ça pour de l'argent. Madame Fournier, a dit doucement Stéphane. Je sais que c'est dévastateur, mais nous avons suffisamment de preuves pour les faire payer pour ce qu'ils ont fait. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé en essuyant mes larmes. D'abord, nous devons aller à la gendarmerie avec toutes ces preuves. Le sergent Lecomte est un homme honnête. Il n'est pas impliqué dans la corruption. Deuxièmement, nous devons agir vite. Vos fils prévoient de vous faire déclarer mentalement incompétente demain. S'ils réussissent, il sera beaucoup plus difficile de procéder légalement. Demain?
Oui. J'ai intercepté une conversation téléphonique ce matin. Ils ont rendez-vous avec le juge Lefebvre demain à 10 heures du matin pour entamer la procédure d'incapacité mentale. Je me suis levée de table avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Alors nous devons agir ce soir. Exactement. A confirmé Stéphane. Mais avant, il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Il a sorti une dernière photographie du dossier. On y voyait Ernest sortant d'une clinique médicale que je ne reconnaissais pas. 3 jours avant de mourir, votre mari est allé passer un examen médical complet dans une clinique à Lyon. Les résultats montrent qu'il était en parfaite santé. Il n'y avait aucun signe de maladie cardiaque. Sa tension artérielle était normale. Tout était parfait. Cela prouve définitivement que sa mort a été causée par un empoisonnement, et non par des problèmes de santé naturelle. C'était la dernière preuve dont nous avions besoin. Ernest avait été un homme en bonne santé, assassiné par ses propres fils. Stéphane, ai-je dit en lui prenant la main. Merci d'avoir tenu votre promesse envers mon mari. Maintenant, allons obtenir justice. Ce soir-là, Stéphane et moi sommes allés directement à la gendarmerie. Le sergent Lecomte était de service de nuit cette semaine-là, ce qui était parfait pour nos besoins. Quand nous sommes arrivés, il était 20 heures. Et la gendarmerie était relativement calme. Sergent Lecomte, ai-je dit d'une voix ferme. Je dois déposer une plainte formelle pour le meurtre de mon mari. Ernest. Le sergent m'a regardé avec surprise. Meurtre. Madame Fournier? Le certificat de décès indique qu'il est mort de complications cardiaques après un accident du travail. Le certificat de décès est faux. Ai-je répondu en posant le dossier de Stéphane sur son bureau. Mon mari a été délibérément empoisonné au méthanol par nos propres fils. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Stéphane et moi avons présenté toutes les preuves. Les enregistrements audio, les photographies de Charles achetant le méthanol, les documents bancaires montrant les retraits non autorisés, les résultats médicaux d'Ernest prouvant sa parfaite santé, et enfin, les conversations enregistrées où mes fils avouaient à la fois le meurtre de leur père et leur plan pour me tuer. Le sergent Lecomte a écouté chaque enregistrement avec une expression de plus en plus grave. Quand nous avons terminé, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a secoué la tête. Incrédule. C'est monstrueux, a-t-il murmuré. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Madame Fournier? Une fois que nous aurons arrêté vos fils, il n'y aura pas de retour en arrière. Sergent, ai-je répondu avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Ces hommes ont assassiné mon mari de sang-froid pour de l'argent. Ils prévoyaient de m'assassiner aussi. Ce ne sont plus mes fils. Ce sont des criminels qui doivent payer pour leurs crimes. Nous devrons demander au médecin légiste d'exhumer le corps d'Ernest pour confirmer la présence de méthanol, a expliqué le sergent. Êtes-vous préparé à cela? Faites tout ce qui est nécessaire? Ai-je répondu sans hésitation. Le sergent Lecomte a immédiatement appelé le procureur de la République. Malgré l'heure tardive, la gravité de l'affaire a conduit le procureur à se rendre personnellement à la gendarmerie. Après avoir examiné toutes les preuves, il a immédiatement autorisé des mandats d'arrêt pour Charles et Henri. Nous procéderons à l'aube, nous a expliqué le procureur. Nous devons nous assurer d'avoir toutes les preuves avant qu'ils ne puissent détruire toute preuve supplémentaire. Stéphane m'a raccompagné chez moi cette nuit-là. Êtes-vous sûr que ça ira toute seule? A-t-il demandé avec inquiétude. J'irai bien, ai-je répondu. Après tout ce que j'ai découvert, je n'ai plus peur. J'ai la justice de mon côté. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée assise dans la cuisine,
regardant les photographies d'Ernest que nous avions sur les murs. Pour la première fois depuis sa mort, je ne ressentais pas seulement de la douleur. Je ressentais un étrange mélange de tristesse et de satisfaction, sachant que la justice pour son meurtre approchait. À 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était Charles. Maman, tu dois venir chez Henri tout de suite. Il s'est passé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé en feignant l'inquiétude. C'est mieux si je t'explique en personne. S'il te plaît. Viens vite. Je savais que c'était un piège. Après avoir entendu les enregistrements la veille, je savais qu'ils prévoyaient d'avancer leur plan pour se débarrasser de moi. Mais je savais aussi que la police était déjà en route pour les arrêter. J'arrive. Ai-je menti? Au lieu d'aller chez Henri, je suis restée dans ma cuisine, à attendre. À 7h30 du matin, j'ai vu par ma fenêtre plusieurs voitures de gendarmerie se diriger vers les maisons de mes fils dans des directions différentes. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises pendant l'heure qui a suivi. D'abord Charles, puis Henri. Tous deux avec des voix de plus en plus désespérées me demandant où j'étais. Mais je n'ai répondu à aucun appel. À 9h du matin, le sergent Lecomte a frappé à ma porte. Madame Fournier, nous avons arrêté Charles et Henri. Ils sont en garde à vue, accusés de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre. J'ai senti mes jambes trembler. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement. Comment ont-ils réagi? Ai-je demandé. Charles a tout nié au début. Mais quand nous lui avons fait écouter les enregistrements, il s'est effondré. Henri a tenté de s'échapper par la fenêtre arrière de sa maison. Nous avons dû le poursuivre sur 6 pâtés de maison. Cet après-midi-là, Jasmine est venue me voir. Elle est arrivée en sanglotant, suppliante. Complètement différente de la femme froide et calculatrice que j'avais connue. Madame Fournier, s'il vous plaît, vous devez retirer les charges contre Charles. Il n'est pas mauvais. Il était juste. Il était juste désespéré à cause de ses dettes. C'est de ma faute aussi. Je lui ai mis beaucoup de pression pour trouver de l'argent. Je l'ai regardé sans la moindre trace de compassion. Jasmine. Votre mari a empoisonné mon mari. Il prévoyait de m'assassiner aussi. Il n'y a aucune explication ni justification à cela. Mais nous sommes une famille. A-t-elle crié? Désespérée. Pensez à ce que cela va faire à la famille. La famille est morte le jour où vous avez décidé de tuer Ernest pour de l'argent. Ai-je répondu froidement. Maintenant, s'il vous plaît, quittez ma maison. 3 jours plus tard, l'exhumation du corps d'Ernest a eu lieu. Les résultats du laboratoire ont confirmé exactement ce que Stéphane avait découvert, des niveaux mortels de méthanol dans son organisme, suffisant pour provoquer tous les symptômes qu'il avait ressentis avant sa mort. L'affaire est devenue une sensation dans toute la ville. Personne ne pouvait croire que 2 fils avaient assassiné leur propre père pour de l'argent. Les journaux locaux ont appelé cela « le crime le plus cruel de la décennie ». Au cours des semaines suivantes, d'autres détails ont été révélés lors de l'enquête. Charles devait en réalité 70 000 € à des prêteurs illégaux qui avaient commencé à le menacer de violence. Henri avait perdu 40 000 € dans des cercles de jeux clandestins et faisait également face à des menaces. Ils avaient vu l'argent de l'assurance vie d'Ernest comme leur seul salut. Mais leur cupidité les avait conduits à augmenter les polices de manière si spectaculaire que cela avait éveillé les soupçons de leur propre père. Nous avons également découvert que le médecin qui avait falsifié le certificat de décès avait reçu 5 000 € en espèces de la part de Charles. Il a également été arrêté pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Stéphane m'a expliqué tous les détails du plan qu'Ernest avait élaboré avec lui.
Votre mari était plus intelligent que ses fils ne le croyaient. Il savait que quelque chose de grave se préparait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il m'a engagé non seulement pour enquêter sur Charles et Henri, mais aussi pour vous protéger s'il lui arrivait quelque chose. Savait-il qu'ils allaient le tuer? Ai-je demandé. Pas exactement, a dit Stéphane. Mais il soupçonnait que sa vie était en danger. C'est pourquoi nous avons installé les dispositifs d'enregistrement. C'est pourquoi nous avons tout documenté. Il voulait s'assurer que s'il lui arrivait quelque chose, la vérité éclaterait. Mon Ernest, même dans ces derniers jours, m'avait protégé. Il avait anticipé la trahison de nos fils et avait pris des mesures pour que la justice prévale. Le procès a été fixé à 2 mois plus tard. Charles et Henri étaient tous deux accusés de meurtre au premier degré. Ce qui, dans notre État, entraînait une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Le jour du procès est arrivé après 2 mois de préparation juridique intense. La salle d'audience était comble. Des journalistes de plusieurs journaux régionaux étaient venus couvrir ce qui était déjà connu comme l'affaire des fils assassins. Toute la ville était là. Des voisins, d'anciens collègues d'Ernest, même des gens que je connaissais à peine mais qui voulaient assister à ce moment historique de justice. Je portais ma meilleure robe noire, la même que j'avais portée pour notre mariage tant d'années auparavant, mais qui représentait maintenant le deuil et la dignité. Stéphane m'accompagnait, assis à mes côtés tout au long du processus. Sa présence m'a donné la force d'affronter ce qui serait le jour le plus difficile de ma vie. Charles et Henri sont entrés dans la salle d'audience menottée, vêtus de combinaisons de prison orange. Voir mes fils ainsi m'a brisé le cœur une fois de plus. Mais je ne ressentais plus de pitié pour eux. Je ne ressentais qu'une profonde tristesse pour la mort morale qu'ils avaient choisie bien avant d'assassiner physiquement leur père. Le procureur a présenté l'affaire avec une précision dévastatrice. Un par un, les enregistrements ont été diffusés au tribunal. Le silence était absolu chaque fois que les voix de Charles et Henri se faisaient entendre, planifiant froidement le meurtre d'Ernest. Lorsque le procureur a diffusé l'enregistrement où il prévoyait de me tuer aussi, plusieurs personnes dans le public ont hoqueté d'horreur. Une femme âgée s'est levée et a quitté la salle d'audience en pleurant. Je ne pouvais pas la blâmer. Il était difficile de digérer une telle cruauté. Mesdames et messieurs les jurés, a déclaré le procureur lors de sa déclaration liminaire, ce n'est pas un cas ordinaire de cupidité familiale. C'est un cas de préméditation froide et calculée, où 2 hommes ont décidé d'assassiner le père qui les avait élevés avec amour et sacrifice, simplement parce qu'ils avaient besoin d'argent pour payer leurs dettes de jeu et leurs prêts irresponsables. Les avocats de Charles et Henri ont tenté de présenter une défense basée sur des circonstances désespérées et des influences extérieures, mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements ne mentaient pas. Les documents bancaires ne mentaient pas. Les preuves médico-légales du méthanol dans le corps d'Ernest ne mentaient pas. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai marché jusqu'à la barre avec des jambes tremblantes, mais l'esprit clair. J'attendais ce moment depuis des mois. Madame Fournier, m'a demandé le procureur. Pouvez-vous nous dire comment était votre relation avec vos fils avant le meurtre de votre mari? Je pensais avoir une bonne relation avec eux. Ai-je répondu en regardant directement Charles et Henri. Je les ai élevés avec amour. J'ai tout sacrifié pour leur bien-être. Leur père a travaillé du lever au coucher du soleil pour leur donner le meilleur de ce que nous pouvions. Je n'aurais jamais imaginé que cet amour et ce sacrifice deviendraient la raison de son meurtre. À un moment donné, avez-vous soupçonné qu'il pourrait faire du mal à votre mari? Non. C'est la partie la plus douloureuse de tout cela. Je leur faisais entièrement confiance. Quand ils m'ont dit qu'Ernest avait eu un accident dans son atelier, je les ai crus. Quand ils ont organisé l'enterrement si rapidement, j'ai pensé qu'ils étaient efficaces dans leur deuil.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il couvrait un meurtre. Charles a baissé la tête pendant mon témoignage. Henri m'a regardé avec défi. Mais j'ai vu des larmes dans ses yeux. Trop tard pour les larmes. Trop tard pour les regrets. Le moment le plus dramatique du procès est survenu lorsque le procureur a décidé de diffuser l'intégralité de l'enregistrement de la conversation où il planifiait mon propre meurtre. La voix de Charles a rempli la salle d'audience. Une fois qu'on aura l'argent de l'assurance de papa, il faudra aussi se débarrasser de maman. On ne peut pas risquer qu'elle se méfie. Un murmure d'horreur a parcouru le public. Plusieurs personnes se sont tournées pour me regarder avec des expressions d'incrédulité et de compassion. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez entendu cet enregistrement pour la première fois? M'a demandé le procureur. J'ai réalisé que j'avais perdu mes 2 fils bien avant de perdre mon mari. Ai-je répondu? La voix brisée mais ferme. Les bébés que j'ai allaités. Les enfants que j'ai consolés dans leurs cauchemars étaient morts et avaient été remplacés par 2 étrangers capables de n'importe quelle cruauté pour de l'argent. La défense a tenté de me contre-interroger, suggérant que j'avais peut-être mal interprété les intentions de mes fils, que peut-être le chagrin m'avait fait exagérer les preuves. Mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Stéphane a également témoigné, expliquant en détail comment Ernest l'avait engagé parce qu'il avait peur de ses propres fils. Il a décrit chaque étape de l'enquête, chaque preuve recueillie, chaque moment enregistré qui révélait la vérité. Le médecin légiste a présenté les résultats de l'exhumation, confirmant la présence létale de méthanol dans le corps d'Ernest. Il a expliqué comment ce poison agit lentement, provoquant exactement les symptômes que mon mari avait ressentis avant de mourir. Après 3 jours de témoignages dévastateurs, les plaidoiries finales sont arrivées. Le procureur a été écrasant. Charles et Henri ne sont pas des victimes des circonstances. Ce sont des prédateurs qui ont vu leurs propres parents comme des obstacles financiers à éliminer. Ils ont planifié, exécuté et couvert le meurtre d'Ernest, et prévoyaient de faire de même avec Margot. Ils ne méritent pas la compassion. Ils méritent la justice. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, le silence dans la salle d'audience était absolu. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur alors que le juge lisait le verdict. Dans l'affaire de l'État contre Charles Fournier et Henri Fournier, pour l'accusation de meurtre au 1er degré d'Ernest Fournier, nous déclarons les accusés coupables. La salle d'audience a éclaté en murmures et en exclamations. Charles s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Henri est resté rigide, regardant droit devant lui sans expression. Pour l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre contre Margot Fournier, nous déclarons les accusés coupables. Le juge a procédé immédiatement à la condamnation. Charles Fournier et Henri Fournier, pour le meurtre prémédité de votre père et le complot pour assassiner votre mère, je vous condamne à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti un poids gigantesque se soulever de mes épaules. Justice. Enfin. Il y avait justice pour Ernest. Après le procès, de nombreuses personnes sont venues me serrer dans leurs bras et m'exprimer leur soutien. Solange a pleuré avec moi. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Margot. Ernest peut reposer en paix maintenant? M'a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, je suis retournée dans ma maison, qui me semblait maintenant différente. Ce n'était plus un lieu de douleur et de trahison. C'était de nouveau mon foyer, l'endroit où Ernest et moi avions été heureux pendant 42 ans. Stéphane est venu me rendre visite une semaine après le procès. Comment vous sentez-vous? M'a-t-il demandé. En paix. Ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois depuis la mort d'Ernest,
Je dors profondément. Je sais qu'il repose en paix car sa mort n'est pas restée impunie. Et l'argent? L'assurance? Les économies? J'ai fait don de l'argent de l'assurance vie à une fondation pour les victimes de crimes familiaux. Ai-je expliqué? Cet argent était taché de sang. Je n'aurais jamais pu l'utiliser. Mes économies personnelles sont suffisantes pour vivre modestement pour le reste de mes jours. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre du courrier de la prison. Elle venait de Charles. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je dois te dire que je regrette tout. L'argent. Les dettes. Le désespoir. Ils nous ont aveuglés. Nous avons perdu toute humanité. Henri et moi avons détruit la famille la plus aimante du monde pour 125 000 € que nous n'avons même pas pu apprécier. Demain, je me suiciderai dans ma cellule. Je ne peux pas vivre avec ce que nous avons fait. Prends soin de toi. Maman. Dis à papa que nous sommes désolés d'avoir été de si mauvais fils. Je ne suis pas arrivée à temps pour empêcher son suicide. Charles a été retrouvé pendu dans sa cellule le lendemain. Henri, en apprenant la mort de son frère, a subi une dépression nerveuse complète et a été transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis paisiblement dans ma petite maison. J'ai transformé l'atelier d'Ernest en un jardin où je cultive des fleurs pour les emmener sur sa tombe chaque dimanche. Stéphane est devenu un ami proche, me rendant visite régulièrement pour s'assurer que je vais bien. Parfois, les voisins me demandent si mes fils me manquent. La réponse est compliquée. Les enfants qu'ils étaient me manquent. Mais ces enfants sont morts bien avant Ernest. Les hommes qu'ils sont devenus n'étaient pas mes fils. C'étaient des étrangers qui partageaient mon sang, mais pas mon cœur. J'ai appris que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le respect mutuel. Ernest a été ma vraie famille pendant 42 ans. Les amis qui m'ont soutenu pendant le procès sont ma famille maintenant. La justice n'a pas ramené Ernest, mais elle m'a donné la paix. Et les nuits calmes. Quand je suis assise sur le porche où nous buvions si souvent du café ensemble. Je jure que je peux sentir sa présence. Fière de moi d'avoir été assez forte pour faire ce qui était juste. Même si cela signifiait perdre mes fils pour toujours. 5 ans ont passé depuis ce jour terrible au cimetière où j'ai reçu le premier message qui a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai 71 ans et mes cheveux, entièrement blancs, reflètent toutes les tempêtes que j'ai affrontées et surmontées. Mais mes yeux, me dit ma chère amie Solange, brillent d'une paix qu'ils n'avaient pas avant. La maison où Ernest et moi avons construit nos rêves est toujours mon refuge. J'ai fait quelques améliorations avec l'argent que j'avais économisé. J'ai repeint les murs d'un jaune doux, la couleur préférée d'Ernest, et j'ai transformé son ancien atelier en le plus beau jardin du quartier. Des roses rouges, des œillets blancs, des tournesols qui cherchent toujours le soleil, tout comme il m'avait appris à le faire pendant nos années les plus difficiles. Stéphane Caron est devenu plus que le détective qui m'a aidé à obtenir justice. Il est devenu ma famille choisie. Il vient me rendre visite tous les mercredis après-midi et nous buvons du café sur le porche pendant qu'il me raconte des histoires sur ses autres affaires. Il me demande parfois si je regrette d'avoir dénoncé mes propres fils. S'il n'aurait pas été préférable de garder le secret et de vivre avec le mensonge. Jamais. Je réponds toujours. La vérité fait mal. Mais le mensonge tue l'âme. La fondation que j'ai créée avec l'argent de l'assurance vie est devenue quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. La Fondation Ernest Fournier pour les victimes de crimes familiaux aide maintenant des dizaines de familles chaque année qui ont traversé des tragédies similaires à la mienne. Nous avons des psychologues, des avocats et des détectives privés qui travaillent tous pour qu'aucune autre famille n'ait à souffrir en silence ce que j'ai souffert. Il y a 6 mois,
Une femme de 40 ans est venue me voir. Elle s'appelait Éléonore. Et elle soupçonnait son frère d'avoir assassiné sa mère pour l'héritage. Son histoire était douloureusement similaire à la mienne. Des parents avides. Des pressions pour vendre des biens. Un comportement étrange après le décès. La fondation lui a fourni un détective privé. Des conseils juridiques gratuits et un soutien psychologique tout au long du processus. Lorsque son frère a été reconnu coupable de meurtre 3 mois plus tard, Éléonore est venue me serrer dans ses bras en pleurant. Madame Fournier, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas eu le courage de dénoncer vos propres fils, je n'aurais jamais eu le courage de dénoncer le mien. Ce sont ces moments qui me rappellent pourquoi toute la douleur que j'ai traversée en valait la peine. Henri est toujours en vie. Bien qu'il ne soit plus le même homme que j'ai connu. Après le suicide de Charles, son esprit s'est complètement brisé. Les médecins disent qu'il vit dans un état constant de culpabilité et de paranoïa, croyant qu'Ernest vient lui rendre visite chaque nuit pour le gronder pour le meurtre. Il a tenté de se suicider 3 fois. Mais les gardiens de prison le maintiennent sous surveillance constante. Je reçois parfois des lettres de lui. Elles sont incohérentes, pleines d'excuses désespérées et de supplications de pardon. Au début, je les lisais, cherchant une trace du fils que j'avais élevé avec tant d'amour. Mais ensuite, j'ai réalisé que lire ces lettres ne faisait que rouvrir des blessures qui avaient déjà cicatrisé. Maintenant, je les garde, non ouvertes, dans une boîte à chaussures. Peut-être qu'un jour je les lirai. Peut-être pas. J'ai le droit de protéger ma tranquillité d'esprit. Jasmine a disparu de la ville immédiatement après le procès. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait déménagé à Lyon et changé de nom. Je ne la blâme pas. Porter le nom de famille d'un meurtrier ne doit pas être facile. Parfois, je me demande si elle savait ce que Charles préparait. Si elle était une complice silencieuse du meurtre d'Ernest. Mais ces questions appartiennent au passé. Et j'ai appris à vivre dans le présent. La ville de Clairefontaine n'oubliera jamais l'affaire. C'est devenu une légende locale. Une histoire que les parents racontent à leurs enfants comme un avertissement contre la cupidité et la trahison. Certains me voient comme une héroïne. D'autres comme une femme cruelle qui a envoyé ses propres fils en prison. Je me moque de ce qu'ils pensent. Je connais la vérité. Et la vérité m'a donné la paix dont j'avais besoin. Ma santé reste étonnamment bonne pour mon âge. Le médecin dit que c'est parce que j'ai enfin pu me libérer du stress et de la tristesse que je portais. Le corps guérit quand le cœur trouve la paix, a-t-il expliqué lors de ma dernière visite de contrôle. Les dimanches matins sont mes préférés. Je coupe des fleurs fraîches de mon jardin et je marche jusqu'au cimetière pour visiter la tombe d'Ernest. Sa pierre tombale a maintenant une inscription que j'ai fait graver après le procès, Ernest Fournier. Mari bien-aimé. Père trahi. Homme honorable. Son amour fut plus fort que sa mort. Je lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je lui parle de la fondation. Des familles que nous avons aidées. Des lettres de remerciement que je reçois de personnes qui ont trouvé justice grâce à notre histoire. Je jure que je peux sentir son approbation dans le vent qui fait bouger les feuilles des arbres voisins. Tu sais ce qui est le plus étrange? Mon amour? Lui ai-je dit lors de ma dernière visite. Je ne ressens plus de douleur quand je pense à Charles et Henri. Je ne ressens que de la pitié. De la pitié parce qu'ils avaient tout l'amour du monde et qu'ils ont choisi la haine. Ils avaient une famille qui les adorait et ils ont choisi la trahison. Ils avaient l'opportunité d'être des hommes honorables comme toi et ils ont choisi d'être des meurtriers. La semaine dernière, une journaliste de Lyon est venue m'interviewer pour un documentaire sur les crimes familiaux. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je voulais dire à d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires. La famille n'est pas une excuse pour le crime. Ai-je répondu. L'amour n'est pas aveugle. L'amour avec des limites.
C'est le véritable amour. Si quelqu'un qui prétend vous aimer est capable de vous faire du mal pour de l'argent ou par convenance, cette personne ne vous aime pas vraiment. Et il n'est jamais trop tard pour chercher la justice. Peu importe qui est le coupable. Cette année, pour le 5e anniversaire de la mort d'Ernest, j'ai organisé une cérémonie spéciale en sa mémoire. Plus de 200 personnes sont venues. Des voisins, des membres de la fondation, des familles que nous avons aidées, les autorités locales. C'était beau de voir comment sa mort, qui a commencé comme une tragédie, était devenue une force pour le bien d'un temps de vie. Stéphane a prononcé un discours émouvant. Ernest Fournier est mort à cause de la cupidité de ses fils. Mais son héritage perdure dans chaque famille qui trouve justice grâce au courage de sa femme. Le mal a essayé de détruire son histoire, mais le bien l'a transformée en espoir pour les autres. Le soir, avant de m'endormir, je sors parfois les vieilles photographies de l'époque où Charles et Henri étaient enfants. Je les vois jouer dans le jardin, serrant leur père dans leurs bras, riant avec moi lors de Noël passé. Je m'autorise à pleurer pour ces enfants innocents qui ont existé un jour, avant que la cupidité ne les corrompe complètement. Mais je ne pleure plus pour les hommes qu'ils sont devenus. Ces hommes ont choisi leur destin. Mon histoire a fini par être plus grande que ma tragédie personnelle. Elle est devenue un symbole que la justice est possible, même quand elle vient des sources les plus inattendues. Une veuve de 66 ans a prouvé que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le véritable amour est plus fort que la trahison, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Demain, c'est mercredi. Et Stéphane viendra prendre le café comme toujours. Je préparerai sa pâtisserie préférée et je lui parlerai des lettres de remerciement qui sont arrivées cette semaine. Ensuite, nous travaillerons ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs pour le printemps. La vie continue. Plus simple, mais plus authentique qu'avant. J'ai appris que la vraie famille ne se trouve pas dans le sang partagé, mais dans des valeurs partagées, un respect mutuel et un amour qui ne se transforment jamais en mal. Ernest, où que tu sois, j'espère que tu sais que j'ai tenu la promesse que je t'ai faite près de ta tombe ce jour terrible. J'ai trouvé la vérité. J'ai cherché la justice. Et j'ai transformé notre douleur en espoir pour les autres. Ta mort n'a pas été vaine. Mon amour.